Bonsoir. Donc pour ce cours, nous allons couvrir un sujet qui est quand même essentiel, et c'est le rapport entre médecine et recherche et développement, ce qu'on appelle en fait médecine translationnelle, et définir un peu les problèmes d'ailleurs qui sont aujourd'hui présent autour de la médecine translationnelle. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Pourquoi ce concept est devenu populaire depuis les 10 dernières années? Et quels sont en fait les points de connexion entre les deux, et pourquoi il est important d'avoir un sujet particulier sur la médecine translationnelle et sa connexion à la recherche et au développement et l'innovation, bien sûr. Quel est le problème? Le problème, c'est que malgré des avancées scientifiques remarquables, et qui ont vraiment révolutionné la biologie et ont changé notre capacité de compréhension au niveau le plus fondamental, il se trouve que notre capacité à traduire ces avancées en bénéfices médicaux a diminué. Donc il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on sait de plus en plus et on arrive à faire de moins en moins. Et le nombre de cibles biologiques a pratiquement explosé à cause de le génome humain, l'identification de variantes génétiques, notre capacité justement d'étudier des tissus, des populations, et vraiment la capacité, du point de vue de la biologie moléculaire, à extraire des molécules particulières, des exprimer dans des méthodes de production, d'arriver à les cibler, d'utiliser toute cette explosion de connaissances biologiques, de technologies biologiques. On a beaucoup plus de cibles que ce qu'il y avait il y a 30 ans. Et pourtant, malgré cela, le taux de succès est passé de 1 à 8. C'est-à-dire sur 8 essais, il y en avait un qui réussissait en recherche et développement, à 1 à 14 aujourd'hui. Et la durée de développement a doublé. Donc, il y a un paradoxe fondamental. On arrive de mieux en mieux à comprendre la biologie, on arrive de moins en moins à la traduire, à la translater dans des bénéfices réels. Alors ça, vous le voyez très bien, depuis 10-15 ans, depuis 1996 pratiquement, on se rend compte qu'il y a une chute du nombre de nouvelles molécules qui sont acceptées par la FDA, par exemple. Alors, en 1996, il y avait 53 nouvelles entités moléculaires, dont 3 étaient biologiques, soit des anticorps, soit des protéines de remplacement, des enzymes. Et vous voyez l'évolution, on passe de 39 à 27, l'année dernière c'était à peu près une vingtaine. Et la plupart de ces molécules-là, en fait, ne sont pas originales. Ce sont de nouvelles entités moléculaires, mais ce sont de nouvelles entités qui sont des variantes, souvent de molécules qui existaient avant. Le nombre de biologiques est à peu près toujours entre 2 et 5. Alors vous pouvez poser la question, est-ce que c'est à cause d'un manque d'investissement? Non, parce que les dépenses en recherche et développement ont pratiquement doublé, augmenté de 150%, que ce soit dans le domaine public, donc les investissements gouvernementaux, comme le NIH ou les instituts les Research Council, l'INSERM. Ces investissements ont augmenté, ils ont augmenté encore plus dans l'industrie. Donc, si vous faisiez le total des investissements, il est passé de à peu près 30 milliards de dollars à pratiquement 90 milliards de dollars total. Ça, c'est le total mondial. Donc, il y a eu vraiment une perte de productivité qui est très difficile à expliquer. C'est souvent le sujet principal de discussion dans tous les centres de recherche médicaux. Qu'est-ce qui se passe? Or, si vous voyez bien, c'est que depuis 1953, quand la structure de l'ADN a été découverte, on a eu une série d'avances extraordinaires, que ce soit au niveau de la découverte du rôle de l'ARN, du rôle de l'ADN, tout ce qui est contrôle de la transcription, contrôle de la translation, donc énormément de connaissances. Et surtout, alors quand on voit par exemple les projets qui se sont déclenchés à partir du génome humain, donc connaissance de la structure de l'ADN,
découvert des méthodes de séquençage et l'idée qu'on pouvait lancer un projet de génome humain. On a vu ici tous les projets qui ont découlé de ce génome humain, c'est-à-dire qu'une fois que le génome humain a été lancé, tout de suite on commence à découvrir, par exemple, des gènes qui sont associés au cancer du sein, la maladie d'Alzheimer, cancer du côlon, et ainsi de suite. Au cours des années, en 2005, la dégénération maculaire, le diabète type 2, HNF7, et toute une série de nouvelles cibles, fondamentalement, qui sont découvertes à travers plusieurs projets. Alors, il y a eu ce qu'on appelait l'encyclopédie des éléments de l'ADN. Parce que vous savez que l'ADN est une très petite partie qui est en fait codante, c'est-à-dire qui produit des protéines, et une grande partie qui n'a pas de fonction connue. Le projet de HapMap, c'est-à-dire la carte des haplotypes, parce qu'on s'est rendu compte que la population humaine n'avait pas une grande différence à travers toute l'espèce humaine, mais qu'on voulait quand même avoir une idée des variations. Et c'est ce projet-là qui a donné lieu à ce qu'on appelle Genome-Wide Association Study, donc toutes ces études qui ont donné cette explosion de connaissances. Mais l'explosion des données, comme on l'avait dit avant, n'est pas équivalente à l'explosion du savoir. Et c'est vraiment le problème. Le problème, en fait, tout le monde est pratiquement d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est notre capacité limitée à étudier les systèmes biologiques complexes qui est un obstacle scientifique majeur. Donc, en fait, c'est ça le problème. On en avait parlé entre nous dans un cours précédent, où quand on arrive maintenant avec les méthodes modernes, par exemple de protéomique ou de array, c'est-à-dire de découverte des fonctions moléculaires ou d'expression des gènes, on arrive à tracer pratiquement des réseaux moléculaires très, très complexes. Par exemple, ici, vous voyez que ces réseaux-là, quand on voit leur structure, ils n'ont pas une structure simple. Ce ne sont pas des réseaux de structure claire. Ce sont des réseaux où, par exemple, une molécule ici peut avoir 29 partenaires, et puis une molécule ici n'a aucun partenaire. Donc, ce sont des réseaux qui ont des niveaux multiples de complexité et qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc, l'idée fondamentale d'essayer d'approcher la biologie en modules, au lieu de la comprendre de molécule par molécule, essayer de comprendre les modules. Donc ici, par exemple, c'est le module de la réponse d'une cellule à un stress particulier. Donc on identifie toutes les molécules qui sont peut-être des partenaires, et puis au fur et à mesure de l'expérience, on essaye d'étudier quelle molécule influence positivement la formation d'une autre, ou négativement. On essaie de construire ces feedback loops. Et on essaie si vous voulez, de comprendre cette biologie en essayant de la décomposer. En fait, c'est un peu comme si vous aviez un circuit électronique et que vous étiez quelqu'un qui n'avait absolument aucune idée d'un circuit électronique, et vous essayez de comprendre comment ce circuit électronique travaille. Et donc, c'est un problème d'engineering à l'envers, c'est-à-dire reverse engineering. Et bien sûr, on essaie de comprendre les éléments du circuit, et fondamentalement, c'est ce qu'on appelle l'ère de la biologie quantitative des réseaux, essayer de comprendre non pas une molécule à la fois, mais un module de molécules qui sont interagissantes, et essayer de comprendre leur impact, leurs effets. C'est ça, en fait, toute la recherche de base de maintenant. Et donc, on est en train de passer, si vous voulez, d'un moment où on étudiait les éléments du système, donc les molécules, comme ici on peut étudier les transistors, les résistances, à donc ce qu'on appelle le hardware au software, c'est-à-dire comment les choses sont organisées entre elles, par la compréhension de ces voies moléculaires organisées en modules fonctionnels et leur régulation en santé comme en pathologie. En fait, c'est ça l'essence même, la frontière même de la recherche biomédicale de maintenant. Donc, où vient la science translationnelle là-dedans ? Je vous avais expliqué que ça devait nécessairement passer par le développement de cartes biologiques qui seront quantitatives et fonctionnelles. Et l'idéal, c'est un peu ce que je représente ici. C'est-à-dire que si on a un module moléculaire qui a un comportement particulier et qu'on arrive à relier une maladie, on se rend compte bien sûr que la maladie numéro 1, par exemple, il y a un dérangement sur cet axe-là.
Le dérangement peut être ici, 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 ici ou ici. Donc la maladie numéro 1, ici, va avoir plusieurs sous-types potentiels. Donc elle va être sous-classifiée. Donc ce qu'on voit comme maladie unique aujourd'hui est peut-être dû à plusieurs éléments qui sont pathologiques. Et d'où l'observation très fréquente de réponses hétérogènes à des traitements. Donc on sait aujourd'hui que quand on utilise un médicament particulier sur une population, souvent il y a une partie de la population qui répond, une partie qui ne répond pas. Par exemple, en arthrite rhumatoïde, on donne des éléments contre les facteurs de nécrose tumorale. Ça marche dans 50-60% des cas, mais ça ne marche pas dans 40% des cas. La même chose pour les statines. On peut donner des statines à un individu, ça répond très bien chez l'individu A et pas chez l'individu B. Et la logique, ce serait que, effectivement, les circuits sont dans un état dynamique d'équilibre vis-à-vis de ces maladies. Et donc, c'est clair que ce qu'on voit phénotypiquement comme une maladie peut en fait se sous-classifier en plusieurs sous-maladies. Et donc, on peut voir, par exemple, dans ce cas-là, la maladie 2, qu'en fait, il y a une molécule commune, mais qu'en fait, il y a deux manières d'arriver à cette maladie. Vous voyez ? C'est une idée un peu théorique de ce qu'on pense qui va arriver, c'est-à-dire que, bien sûr, on va avoir une seule molécule qui est actionnée par deux réseaux différents, mais qui aboutit à la même maladie, qui peut avoir ce réseau-là ou ce réseau-là. On peut aussi découvrir qu'il y a en fait des réseaux qui ne sont pas connus, qui peuvent agir et qui peuvent expliquer pourquoi il y a une hétérogénéité dans ces maladies. Mais tout cet ensemble présuppose que nous ayons des outils nécessaires pour intervenir, des petites molécules, des anticorps. Et c'est en fait une inversion mentale qu'on est en train de réaliser dans le domaine de la recherche et du développement. C'est-à-dire qu'au lieu de penser aux outils qui atteignent une cible, on pense plutôt à un système de cibles auquel on appliquera un système ou une boîte à outils, si vous voulez, qui n'est pas unique aux cibles dont on parle. Bon, tout ça c'est bien dit. Donc les médicaments, bien sûr, vont constituer une part des solutions thérapeutiques. C'est clair. Il va y avoir aussi peut-être des découvertes qui vont nous dire qu'on peut intervenir sur l'état d'une maladie par d'autres interventions, peut-être en nutrition, peut-être autrement, peut-être même juste en suppléant certains composants normaux, des vitamines, on ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que dans ce tableau-là, il y a une assumption, une hypothèse sous-jacente inhérente à ce que je dis. C'est qu'on comprenne vraiment les maladies. Or, ce qui s'est passé, je crois, en recherche depuis 20 ans, c'est que tout le monde, et moi-même, nous avons vraiment commencé à s'éloigner finalement de notre compréhension des maladies chez l'être humain. Pourquoi ? Parce que les méthodes que je vous ai décrites de biologie moléculaire, de génétique, notre capacité à modifier les animaux, enfin les modèles cellulaires, modèles animaux, notre capacité par exemple de changer la génétique d'une souris et d'en faire pratiquement des modèles artificiels avec lesquels on peut interroger la présence ou l'absence d'un gène et essayer de confirmer. Cela a amené une rupture finalement entre nos capacités de recherche en laboratoire et notre capacité pour traduire ou translater cette recherche en clinique. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette théorie des réseaux modulaires marche très bien, mais le problème, c'est qu'il y a énormément de difficultés à justement traverser le pont entre nos modèles expérimentaux actuels, nos méthodes expérimentales actuelles et les maladies telles qu'elles sont dans la population. Donc, on étudie des modèles simplifiés. Par exemple, quand on a ce qu'on appelle un gene knockout, quand on a détruit l'activité d'un gène dans une souris, ou quand on fait un gene knock-in, quand on a ajouté une activité, on les ajoute une par une. Or, il n'y a rien qui nous dit que la réalité soit aussi simple. On n'arrive pas toujours à mesurer les impacts
d'une modification soit inhibitoire, soit agoniste, soit antagoniste sur une cible particulière. Et tous ces problèmes-là commencent à nous dire qu'effectivement, il y a un fossé. Il y a un fossé translationnel qui s'est développé, qui existe, qui est devenu de plus en plus difficile à gérer et qui vient fondamentalement d'un concept linéaire du modèle de recherche classique, où le modèle de recherche classique, c'est d'abord on fait de la recherche laboratoire, de sciences de base, ensuite on fait de la recherche translationnelle, où on essaie de comprendre comment amener ça d'un concept de base à un concept préclinique, ensuite bien sûr la réalisation clinique, ensuite bien sûr l'impact sur la santé publique. Et en fait, quand on parle de recherche translationnelle, il n'y a pas qu'une seule médecine translationnelle, il y en a 4. Et c'est ce qu'on appelle dans les phases T1, T2, T3 et T4 de la médecine translationnelle. La T1 est tout simplement décrite comme le pont entre la recherche laboratoire et la recherche préclinique. T2, c'est entre préclinique et clinique. T3, c'est entre clinique et population, c'est-à-dire qu'on applique, on met ça en pratique. Et T4, c'est vraiment l'évaluation de l'impact sur la santé publique de ces avancées-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler de ces étapes-là séparément et déterminer les facteurs et donc les stratégies auxquelles il faut réfléchir pour essayer de modifier justement la situation actuelle. Alors, quels sont les facteurs clés ? Alors, les facteurs clés pour essayer de comprendre ce fossé et d'essayer de l'améliorer sont de 3 types. Il y a un facteur scientifique, des facteurs scientifiques, qui se relient à ce que j'appelle les biais des dernières 20 années, les biais scientifiques dont on se rend compte qu'ils ont été la source de distorsion. Et c'est ce que j'appelle aussi le deuxième point, c'est-à-dire que la validation des cibles elles-mêmes est problématique. Nous n'avons pas vraiment de méthode de validation à cause de ce que je décrivais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une péréquation entre le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on observe au niveau de la maladie et ses causes, et il n'y a pas de moyen pour nous de vérifier que ces cibles-là soient effectivement valides dans les maladies humaines avec les méthodes actuelles. Et bien sûr, le mode d'action et la capacité de mesurer ce mode d'action dans l'être humain, ce sont les facteurs scientifiques dont je vais parler, qui sont, à mon avis, des causes fondamentales de cette perte de productivité qu'il faut corriger. Il y a des facteurs professionnels, le rôle de ce qu'on appelle les clinician scientists, c'est-à-dire les scientifiques cliniques, quelle est leur carrière, qu'est-ce qu'il en est devenu, et surtout les carrières particulières, enfin les circuits de carrière, et surtout il y a le rôle changeant des centres académiques de médecine. Ce sont 3 facteurs qui entrent dans la catégorie de ce que j'appelle les facteurs professionnels, qui font justement que la recherche translationnelle, la médecine translationnelle et la recherche doivent adopter de nouvelles stratégies. Et bien sûr, les facteurs socio-économiques qui ont aussi un impact sur cette recherche, que ce soit au niveau régulatoire ou au niveau du comportement de tous les acteurs qui agissent autour de cette recherche. Donc, une analyse un peu plus large, si vous voulez, que juste une analyse scientifique. Donc, quand on voit les facteurs scientifiques, il faudrait d'abord en parler au niveau de ce que j'appelle la translation T1. Le first stage, la première étape de translation en médecine translationnelle. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cellules, beaucoup de cibles, beaucoup de modèles animaux et cellulaires, mais le grand problème, c'est que tout cela ne permet pas une prédictivité prospective chez l'être humain. Et d'après moi, une des causes fondamentales, c'est que nous sommes appuyés de plus en plus sur ce que j'appelle une biologie de remplacement, surrogate biology, c'est-à-dire une biologie qui est supposée représenter la biologie humaine, et en faisant, nous sommes éloignés de la biologie humaine, mais alors du méthodologique, du point de vue culture, du point de vue même de ce qu'on appelle les incentives, c'est-à-dire le système de récompense dans nos carrières, a évolué en fait de plus en plus loin
de l'objet de nos études, c'est-à-dire l'être humain. Donc, quelles sont les stratégies? Un, c'est qu'il y a souvent une erreur dans la translation, c'est de croire que ce qui est publié est correct. Or, j'ai été éditeur de plusieurs journaux, dont le journal Science Translational Medicine. Je peux vous assurer que quand on parle de découvertes publiées, enfin de published findings, au moins 50% ne sont pas valides. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que toute l'entreprise académique de recherche se lance dans des directions, surtout en fonction de publications très influentes, sans valider en fait ces publications. C'est un grand problème. C'est un problème que je vais prendre un peu de temps là-dessus, parce que c'est un problème qui se répète. Alors je vais vous donner un exemple. Quand j'étais directeur du NIH, j'avais eu toute cette publication sur une molécule qui s'appelait la P53, qui était une molécule tumeur suppressive, et c'était devenu pratiquement la coqueluche des recherches. Donc je demandais à voir exactement quel était le nombre de subventions qu'on donnait sur le P53. Il y en avait 4100. Et ces 4100-là, c'était le P53 dans le pancréas, le P53 dans le cancer du côlon, le P53. Pratiquement dans tous les modèles possibles et imaginables, il y avait un effet, si vous voulez, un effet troupeau, qui était basé sur ces publications. Pas de problème, le P53, c'est valide comme cible, mais regardez, depuis, il n'y a pas eu vraiment d'avancée dans le domaine. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'une grande proportion de ce qu'on fait en médecine, en recherche médicale, est basée justement sur une analyse des données publiées qui elles-mêmes ne sont pas validées. Donc, quand on fait de la recherche translationnelle, il faut être sûr qu'un process de validation soit employé avant même de se lancer dans ce domaine. Et ce process de validation va demander un changement quand même de culture scientifique. Donner l'accès aux informations de base. C'est-à-dire que quand on publie un papier, je pense qu'il est tout à fait normal de pouvoir donner l'accès au raw data. Ce n'est pas normal de dire oui, croyez-moi, j'ai fait ça. Montrez-moi les données originales. Donc ça va demander une certaine révolution dans le domaine de la publication scientifique. Il faudrait quand même aussi valider cela dans votre laboratoire quand vous voulez vous lancer là-dessus. Deuxièmement, alors ce que je voulais vous dire il y a une minute, c'est qu'il faut développer des biomarqueurs spécifiques qui soient reliés au mode d'action. Et ces biomarqueurs, ces biomarqueurs biologiques doivent être développés pratiquement en parallèle à la recherche de base qui se fait sur le modèle ou qui se fait bien sûr au niveau de T1. Rappelez-vous, T1, c'est la transition entre laboratoire, donc la paillasse, et les malades, avant d'arriver chez les malades. Il faudrait avoir accès à des exemplaires, des tissue samples humains, aussitôt que possible pour valider votre hypothèse. Et bien sûr, il faudrait introduire dès maintenant des éléments d'analyse, des techniques d'analyse qui sont en plein développement. Par exemple, si vous voyez ce qu'on appelle la liquid chromatography mass spectroscopy, c'est-à-dire une mass spectroscopie avec une chromatographie liquide avant, c'est un outil extraordinairement puissant qui détecte pratiquement des quantités infimes de biomarqueurs spécifiques, mais qui n'est pas utilisé systématiquement, ni dans les laboratoires industriels, ni dans les laboratoires académiques. Pourquoi cela est important? C'est que quand on a regardé du point de vue translationnel ce qui déterminait les succès en médecine translationnelle au niveau ce qu'on appelle T1 et T2, c'est-à-dire les deux phases initiales, on s'est rendu compte de deux choses. Que quand on regarde rétrospectivement toutes les études, toutes les recherches qui ont réussi du point de vue translationnel, on se rend compte de deux choses. Une, c'est que le mode d'action était compris. Et deuxièmement, il y avait une manière de mesurer ce mode d'action, les effets de ce mode d'action chez l'être humain. Alors, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est l'exemple des maladies génétiques. La maladie de Gaucher, par exemple, on savait très bien quel était le mode d'action de la maladie. Il y avait une enzyme qui manquait, accumulation d'un produit, et donc on savait mesurer et l'enzyme et le produit.
Et donc, développement dès qu'on a eu les moyens, on a pu développer des outils là-dessus. Les statines, par exemple, réduire le cholestérol. Le cholestérol avait été validé épidémiologiquement comme étant une cause, enfin, un marqueur associé au risque cardiovasculaire. Donc, réduction des statines, qu'on pouvait mesurer chez l'homme, réduction du cholestérol, a validé l'impact des statines qui, elles-mêmes, avaient été validées par les découvertes de Goldstein et Brown sur le mécanisme d'action, justement, des statines. Et donc, ça a donné toute une explosion de développement de translationnel qui avait très bien réussi. Et quand on voit, en fait, les chances de succès scientifiques, on se rend compte qu'elles sont liées à deux choses, à la connaissance du mode d'action aussi vite que possible, et à la validation à travers des biomarqueurs dans la population humaine de cet effet. En médecine translationnelle T2, c'est-à-dire quand on passe de l'effet de la phase, non pas de base à la phase préclinique, mais de la phase préclinique à la phase clinique. Les problèmes fondamentaux, c'est que ce qu'on appelle la prédictivité de la safety, c'est-à-dire la toxicologie, et de l'efficacité sont très pauvres. On n'arrive pas vraiment à prévoir si un produit va être safe ou une approche va être, sans risque, et on n'arrive pas à prévoir justement si ça va être efficace. Donc ce sont les deux problèmes fondamentaux. Et bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir ce sens de dire qu'effectivement l'action qu'on va prendre, le traitement qu'on va développer va être efficace, on ne peut pas le faire à cet état-là sans avoir de marqueurs en fait, de remplacement. Mais surtout, on doit développer de nouvelles méthodes pour déterminer la safety, enfin le risque d'une approche. Alors, je vais vous dire ici pourquoi nous pensons qu'effectivement, c'est un domaine où la médecine translationnelle doit se développer et il doit y avoir une recherche originale. Aujourd'hui, quand on veut déterminer justement s'il y a un risque ou pas dans une molécule particulière ou une approche particulière, on le fait sur des modèles animaux très caractérisés, très typiques. Et ce sont les modèles qui sont dictés en fait par les agences de régulation. Le FDA, l'IMA. Et donc, c'est une approche pratiquement typée, où on utilise le produit, on a un certain protocole sur une souris, un rat, une souris, un primate non humain. Donc, ce sont des approches très réglées, qui sont en fait non pas réglées par la science, mais réglées par la régulation, c'est-à-dire par les approches régulatoires. Et c'est un peu amusant, à mon avis, en tant que scientifique, de voir que c'est toujours respecté, c'est ce qu'on est obligé de faire, mais c'est tout ce que l'on fait. Pourquoi ? Parce qu'on dit que c'est demandé par la FDA, donc ça suffit. Mais en fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des échecs en fait, de développement sont en fait des échecs de risque, où on découvre un effet toxique secondaire, un effet secondaire qui n'était pas prévu. Et de plus en plus, il y a beaucoup de recherches maintenant qui montrent qu'en fait, le problème, c'est que ce qui est imposé du point de vue régulatoire est limitant du point de vue de la compréhension toxicologique. Et du fait qu'il y ait eu maintenant une régulation claire depuis des années et des années, fait qu'il n'y a plus de département de recherche toxicologique dans les universités. Il n'y a plus de département de pharmacologie clinique. Donc vous voyez un effet régulatoire qui a entraîné un effet où il y a eu un fossé translationnel qui s'est créé, parce qu'il n'y a plus maintenant de chercheurs originaux dans ce domaine, dans les écoles de médecine, dans les grandes universités. Or, il se trouve que de plus en plus avec la pharmacogénomique, quand on se rend compte au niveau humain et animal que les différences génétiques sont très importantes dans la toxicologie, on se rend compte qu'en fait ce que la FDA et le IMA avaient mandaté sur des espèces très bien caractérisées, très homogènes, n'est en fait pas la réalité. Parce que la plupart des effets toxiques se font sur des individus qui sont susceptibles à ces effets-là. Ce sont des effets
pratiquement individualisée. Et surtout, donc, il faut développer une approche complètement différente avec des modèles animaux plus hétérogènes, qui représentent plus la variabilité, la diversité, en fait, de la population humaine. Et donc, il y a, par exemple, le laboratoire, le Jackson Laboratory, qui est en train de développer maintenant des races de souris et de rats qui sont beaucoup moins homogènes que l'animal expérimental, et à l'opposé, en fait, de ce que le FDA veut, parce que le FDA voulait toujours un animal bien caractérisé, avec les mêmes gènes, les mêmes réponses, parce que ça facilite, en fait, l'analyse, mais on s'est rendu compte, moi je pense, que c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir des analyses sur des animaux hétérogènes, pour essayer d'avoir une plus grande prédictivité. Un autre domaine de développement, c'est ce qu'on appelle les cellules souches induites, avec la technique de Yamanaka, sur donc des cellules humaines qu'on transforme en cellules souches, qu'on peut donc multiplier en laboratoire, sur lesquelles cette recherche-là pourra se faire. Et bien sûr, la protéomique. Alors la protéomique au niveau humain, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des microdoses, et c'est ce qu'on appelle les phase zero trials, c'est-à-dire que maintenant, les deux idées dont je vous ai parlé sont en train de converger, c'est-à-dire comment confirmer chez l'être humain au plus tôt qu'il y a effectivement pas de risque et que c'est efficace. Une des méthodes qui est en train d'être développée, c'est de penser à de sortir, si vous voulez, du système rigide de recherche et de développement qu'on a employé, et de passer dans ce qu'on appelle des phase zero trials. Alors, c'est quoi un phase zero? Pour ceux qui ne connaissent pas le système, on fait de la recherche préclinique, ensuite on détermine qu'un produit peut aller en clinique, et on fait ce qu'on appelle la phase 1. La phase 1, en fait, c'est une phase pour déterminer les risques potentiels chez l'être humain normal. La phase 0, c'est un concept qu'on avait lancé en 2003-2004 au NIH avec le FDA en disant, écoutez, ce qui nous embête, c'est qu'on arrive en phase 1 avant même d'avoir une validation quelconque. Pourquoi ne pas faire des essais de phase 0, c'est-à-dire des essais où on utilise des microdoses, qui ont bien sûr pas beaucoup de chances d'être toxiques, parce qu'on les a déjà vérifiées chez l'animal, mais avec ces microdoses-là, on combine cet effet avec des études, par exemple, de protéomique, des études en mass spec, des études génomiques, pour voir exactement quelles sont les variations biologiques qui sont créées par ces microdoses. Et vous ne pouvez pas savoir comme c'est important, parce que ça confirme le mode d'action. Ça nous confirme effectivement qu'il y a un changement, même si ce n'est pas un changement thérapeutique, c'est un changement qui confirme que la biologie, l'hypothèse biologique est correcte. Une autre approche, c'est ce qu'on appelle les essais exploratoires. C'est-à-dire, on demande à ce moment-là de faire chez les malades, non pas chez les gens normaux, chez les malades, ces genres de phase zero, de trucs préliminaires, plutôt que ce qu'on fait maintenant pour confirmer le mode d'action et valider ces biomarqueurs. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les nouveaux protocoles qui sont plus adaptifs justement à ce genre d'exploration. Je vais vous donner un exemple. Les vaccins. Les vaccins sont très difficiles à développer. Et il y a beaucoup de vaccins qu'on n'arrive pas à développer parce qu'on n'a pas de mesure de l'immunité, de la réponse immunitaire. Or, quand on veut développer un vaccin, on a plusieurs formules. C'est un art de développer les vaccins. Mais surtout, avec le système actuel, ça devient prohibitif de pouvoir développer un nouveau vaccin parce qu'on n'a pas vraiment une mesure de la réponse immunitaire, ce qu'on appelle les corrélations immunitaires de l'intervention. Donc, au lieu de faire des essais classiques où on développe un essai l'un après l'autre et on l'élimine et puis on va au suivant, non. On développe ce qu'on appelle des protocoles adaptifs où on essaye plusieurs variantes et on les élimine une par une. Et ce genre d'approche biostatistique avec ce qu'on appelle les statistiques bayésiennes sont des approches qui, en fait, nous permettent de mieux translationner, de mieux traduire du laboratoire à l'être humain. Mais ça voudra dire quoi? C'est qu'en T2, il faudra créer des centres
avec accès aux pathologies humaines et aux méthodes analytiques nécessaires. Et ça veut dire une réforme, en fait, des centres académiques de recherche. Ce genre de capacité n'existe pas à ce jour. Et c'est un peu ce qu'il faudra faire en faisant des partenariats publics-privés et pour essayer justement d'avoir un cycle de confirmation beaucoup plus rapide que ce qu'on a eu jusqu'à présent. T3, donc la T3, c'est, rappelez-vous, c'est quand on va de la phase d'exploration clinique, de développement clinique, à la clinique. Et là, c'est le grand problème, c'est que on a des médicaments qui sont efficaces, on a des approches qui sont efficaces, mais elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas diffusées. Alors il y a beaucoup d'avances comme ça qui ne sont pas appliquées au degré nécessaire pour changer justement la santé publique. L'exemple le plus connu, c'est l'hypertension. Alors l'hypertension artérielle, risque connu, un problème absolument clair. On n'arrive pas à obtenir plus de 40 à 60% de compliance, c'est-à-dire d'application des traitements nécessaires dans la population. Donc il y a un problème de diffusion entre le développement clinique, la découverte et son application à la population humaine. À quoi ça sert de développer quelque chose qui marche si on ne peut pas l'appliquer à l'échelle nécessaire? Ça, c'est ce genre de problèmes qui sont relatifs à cette troisième phase de translation, la T3. C'est vraiment très typique des maladies chroniques. Par exemple, le diabète, il y a moins de 28% des malades, et ça c'est dans les régions optimistes, 28% de malades qui arrivent à adopter les méthodes actuelles qui sont efficaces, qui ont été démontrées dans leur traitement. Il y a des zones de certains pays où il y a moins de 18% des malades qui suivent un protocole de traitement qui leur garantirait une chute des complications du diabète. 18%. C'est-à-dire qu'on peut faire tout le développement qu'on veut, on peut trouver toutes les solutions. À la fin, on n'arrive pas à traduire ces avancées en maladies claires. Et donc là, la stratégie, c'est ce qu'on appelle implementation research, la recherche d'implémentation. C'est en fait c'est la recherche opérationnelle que l'on doit développer dans les systèmes de santé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi nos systèmes de santé n'arrivent pas à garantir à la population une application des avancées thérapeutiques à l'échelle voulue. Et ça voudra dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une refonte, une réforme des systèmes de gestion des maladies chroniques qui va être nécessaire. L'hôpital qui a été vraiment dessiné pour des maladies aiguës, graves, très sévères, n'est plus l'endroit où on peut faire ça. Le système médical, en général, n'est pas adapté aux soins chroniques, aux soins où on voit le malade et on n'est pas en train de faire une opération héroïque, mais on est en train d'ajuster un traitement, de juste modifier rappeler par exemple au malade qu'il a un médicament à prendre. Des innovations qui vont être nécessaires dans la translation en T3 qui sont en train d'arriver. Par exemple, aux États-Unis, il y avait une étude où, avec le téléphone cellulaire, on rappelait au malade de prendre son médicament. Juste cette intervention a augmenté la compliance pratiquement de doubler. Ça, c'est important de savoir si effectivement ça marche ou pas. Le risque dans ce genre de système, c'est que le système va se développer avec des anecdotes. Il n'y va pas avoir de recherche rigoureuse. Et donc, on va se retrouver encore avec des recettes de médecine qui ne sont pas nécessairement efficaces. Donc, il faut une recherche translationnelle avec une nouvelle stratégie. Et, bien sûr, ce problème-là étant lui-même un problème de recherche. C'est-à-dire, comment arriver chez un malade hypertensif à être sûr que ce malade reçoive son médicament. Avant, c'était quand on traitait les infections, on prenait des antibiotiques pendant 10 jours et c'était réglé. Maintenant, on doit prendre ces médicaments-là, quel que soit votre état de santé, si on a la grippe, si on a une diarrhée, des choses changent tout le temps chez le malade chronique. Donc, il y aura peut-être une opportunité de développer des méthodes innovatrices de délivrance des médicaments sans intervention humaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la santé insérée, c'est-à-dire qu'on insère l'intervention de santé d'une manière ou d'une autre, de telle manière qu'elle soit automatisée pratiquement, pour qu'il n'y ait plus de variations individuelles dans l'application des traitements. Et la translation T4, la dernière phase,
C'est ce qu'on appelle le problème là, c'est le fait que nous avons une compréhension très limitée de l'épidémiologie dans nos populations. La prévalence et l'incidence sont des estimés. C'est-à-dire quel est le nombre de gens affectés par une condition particulière n'est pas bien connu. Quelle est l'incidence, c'est-à-dire le nombre de gens qui chaque année développent la maladie en question, ce sont des estimés. Alors il n'y a pas de système sentinelle, c'est-à-dire il n'y a pas de système de surveillance pour vraiment comprendre les tendances épidémiologiques en dehors des maladies infectieuses, des maladies aiguës. Et sans cette information-là, il est très difficile de diriger une médecine translationnelle. Et il y a une surveillance absolument insuffisante pour essayer d'identifier justement les effets adverses, les effets de complications. Et il va y avoir besoin d'utiliser, de développer encore des méthodes, par exemple utiliser le e-health, c'est-à-dire la santé électronique, avec les dossiers électroniques, et surtout établir, je pense, ce qu'on appelle des cohortes de surveillance. Alors, les cohortes de surveillance, c'est quoi? C'est choisir 1 million de personnes, et puis au lieu de surveiller toute la population en France, on aura 500 000, 1 million de personnes qui soient un échantillon représentatif, qui eux sont suivis au fur et à mesure en connaissant exactement quels médicaments ils prennent, quelles activités ils ont, et pouvoir avoir justement une cohorte comme ça de surveillance permanente qui nous permettrait d'avoir en fait une meilleure compréhension de l'épidémiologie naturelle. Et ça voudra dire qu'il faut développer les sciences du comportement et les sciences sociales au niveau de la T4. Donc, j'ai essayé de faire un résumé entre T1, entre sciences de base, sciences précliniques, où on essaye de valider et de comprendre un mode d'action et de le mesurer chez l'être humain à l'échelle fondamentale. T2, c'est quand on va passer de la préclinique à la clinique, et là on a besoin de comprendre de manière prédictive si ce qu'on fait va être sans risque et va être efficace. Donc, mise en place de modèles nouveaux d'essais cliniques, de phase 0, de nouvelles technologies qui s'appliquent directement à l'être humain au plus vite possible pour pouvoir justement éviter les risques plus tard et surtout pouvoir prévoir l'efficacité. T3, entre la phase de développement clinique et l'application dans la population, donc la diffusion de traitements efficaces, ça va demander des recherches pratiquement centrées sur la recherche opérationnelle, avec validation justement des méthodes d'intervention et peut-être de l'innovation fondamentale au niveau des traitements de population, surtout dans les maladies chroniques. Et la T4, c'est-à-dire au niveau de la santé de population, le besoin de comprendre l'épidémiologie à un niveau beaucoup plus efficace, mais pas seulement en données statiques, mais en données dynamiques. C'est-à-dire suivre la population pour essayer justement de diriger dans son ensemble la population vers, non pas un système, vers une santé plus grande. Et c'est ce que je dis en fait, quand je dis le problème que nous avons maintenant en médecine translationnelle, c'est que nous avons des ministres de la santé dans le monde entier, mais en fait ce ne sont pas des ministres de la santé, ce sont des ministres des maladies. Il nous faut des ministres de la santé maintenant. Et pour pouvoir avoir des ministres de la santé, il faut faire de la recherche au niveau de la population qui dirige que la population dans son ensemble se dirige vers un système de santé. Donc, modification sociale dans les sciences sociales et les sciences du comportement. Les facteurs professionnels sont très directs. En fait, ce qui se passe dans les facteurs professionnels, c'est que nous avons perdu ou nous n'avons pas assez de ce qu'on appelle des scientifiques qui peuvent en fait passer de la science de base à la science clinique, qui comprennent la recherche fondamentale et qui comprennent les principes de médecine expérimentale. Et nous avons perdu énormément de capacités dans ce domaine. Pourquoi nous avons perdu? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de centre de formation en médecine translationnelle. C'est quelque chose que j'avais essayé de changer aux États-Unis et avec un succès réel, dans le sens où, à travers une feuille de route que nous avions développée, nous avons créé 32 centres de formation en médecine translationnelle aux États-Unis, dans les plus grandes universités. Et ça veut dire quoi, un centre de médecine translationnelle? C'est justement un centre qui permette à ces scientifiques, jeunes scientifiques, médecins,
de pouvoir se former à ce nouveau mode de pensée où la validation n'est pas seulement une validation de biologie moléculaire, mais c'est une validation sur le continuum de la biologie moléculaire à l'application à la population. Les carrières dans ce domaine sont absolument chaotiques maintenant. Quand vous voyez un peu les médecins, je suis sûr qu'il y en a ici dans l'audience, j'en vois, et vous leur demandez exactement comment vous avez fait votre carrière, c'est une carrière qui est vraiment chaotique. Il n'y a pas de système de carrière actuellement. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle discipline, en fait. C'est une discipline qui ne va pas se relier à la physiologie ou l'histologie, à la biologie. C'est une discipline qui va être multidisciplinaire et on est obligé de former les gens dans un cadre multidisciplinaire. Or, pour former ces gens, il faut leur donner des opportunités de carrière, il faut leur donner des opportunités de promotion et bien sûr des opportunités de succès. Le dernier facteur, dans les facteurs professionnels, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé depuis 25 ans, c'est la caractéristique des centres hospitalo-universitaires qui a complètement changé, que ce soit en France ou ailleurs, et c'est vraiment dû au fait que la demande de services a été tellement augmentée dans les systèmes hospitalo-universitaires que pratiquement elle a absorbé toute l'énergie des systèmes de santé hospitalo-universitaires. Quand vous allez dans un centre hospitalo-universitaire aujourd'hui, 98% ou 99% du temps, on parle du malade du jour, on parle des services à rendre, on ne parle pas du futur, on ne parle pas de recherche expérimentale. C'est quelque chose qui a complètement changé, pratiquement dans les 25-30 années qui se sont passées. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple ? Vous voyez des gens comme des médecins qui ont des doctorats, par exemple, de recherche. Aux États-Unis, on appelle ça les MD, PhD. Alors, en 1980, il y avait à peu près 30 à 35% qui étaient dans les laboratoires et 65% qui étaient dans les centres hospitalo-universitaires en train de faire de la recherche expérimentale, médecine expérimentale. Aujourd'hui, 85% sont dans les labos. 15% sont encore en médecine expérimentale. Et ça se perd. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire une recherche, de publier, d'avoir des subventions. Quand on étudie, on traite des souris. C'est plus facile. Quand on fait des essais cliniques, ça prend des années. C'est très difficile à faire. C'est un environnement difficile. Et il n'y a pas vraiment de chemin de promotion dans le domaine. C'est très rare. Ça arrive, hein, dans certains cas, ça arrive encore, mais ça se perd. Et donc ça, pour moi, c'est un facteur professionnel qui est essentiel à régler et à essayer de protéger en fait cette classe de médecins expérimentalistes et de chercheurs expérimentalistes, pas seulement médecins. Parce que là, je dis médecins, en fait, c'est une erreur, parce que c'est multidisciplinaire et donc ils peuvent refaire ce pont, si vous voulez. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est que le système de formation et le rôle des centres hospitalo-universitaires n'est pas du tout adapté aux maladies chroniques. Et il y a un besoin, enfin, si on est centre hospitalo-universitaire, la mission du centre, c'est de développer de nouvelles thérapies plus efficaces que celles qui existent. Or, cette mission-là est complètement ignorée ou diminuée vis-à-vis de la demande extraordinaire de services cliniques. Et bien sûr, les derniers facteurs, c'est le facteur socio-économique. Alors, quels sont ces facteurs-là ? Un, c'est les régulations, la demande régulatoire qui est de plus en plus complexe, qui est justifiée. Mais quel est l'effet de cette demande régulatoire ? Les scientifiques qui ont du potentiel s'éloignent de la recherche humaine, ils vont vers la recherche expérimentale animale. Ce qui est très important, c'est de comprendre que tous ces règlements ne sont pas basés sur ce que j'appelle une doctrine explicite de risques et de bénéfices. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, toutes ces agences, tous ces systèmes régulatoires qui utilisent le principe de précaution n'ont pas une base établie. Donc, la cible change. Et il n'y a pas vraiment de consensus sur cette doctrine de risque. Et le manque de cette doctrine fait qu'il n'y a pas vraiment le concept de degré acceptable de risque. C'est quoi le degré acceptable en relation à un bénéfice particulier ? Et ça, c'est un vrai fossé.
en sciences translationnelles. Pourquoi? Parce que ça empêche pratiquement toute prise de risque. Et donc, ce qu'on appelle le greater good, c'est-à-dire le plus grand bien, est limité par justement le manque de clarté sociale et politique, socio-économique sur cette question-là. Et donc, une nouvelle stratégie, ce serait, à mon avis, de poser le problème, de ne pas dire qu'on a une solution, mais de dire que c'est un problème qui doit être discuté et qui doit être explicitement réglé. Parce que sans régler ce problème-là, on va vraiment perdre ce qu'on appelle le concept de plus grand bien, qui est vraiment essentiel pour l'avancée en sciences. On ne connaît pas, par exemple, l'épidémiologie sous-jacente des risques eux-mêmes, et donc sans connaître cette épidémiologie-là, il est très difficile de déterminer quel est le degré de risque acceptable. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est que à cause de ce genre de changements, et changements qui ne sont pas intentionnels, ce sont des changements qui s'associent à de bonnes décisions. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas de régulation. Comprenez-moi bien, il en faut. Mais il faut comprendre qu'elle a des effets. Alors par exemple, l'industrie maintenant est complètement en train de se rediriger vers ce qu'on appelle les produits de spécialité, où la population est très bien comprise, petite, ce qu'on appelle la médecine personnalisée, où on n'a pas de risque en fait, d'impact sur toute une grande population. Ce qu'on appelle donc les médicaments de spécialité deviennent la priorité pour des populations plus petites, alors que les médicaments, ce qu'on appelle primary care drugs, c'est-à-dire les médicaments qui touchent une grande population, ne sont plus favorisés. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus grands risques d'avoir des complications. Or, comme il n'y a pas de doctrine explicite de risque et de bénéfice, on ne prend pas le risque. Donc, il y a un impact sur l'innovation qui est un peu le problème en sciences translationnelles. Dernier facteur, c'est ce que j'appelle le comportement des stakeholders, c'est-à-dire les gens qui ont un intérêt dans ce domaine. Alors, les payeurs, par exemple, soit les assurances, les gouvernements, croient que l'innovation médicale, c'est la cause clé de l'augmentation des coûts de santé. Dans toute nouvelle, vous trouvez une nouvelle des hanches artificielles, c'est un coût de plus. Un nouveau médicament, c'est un coût supplémentaire. Donc, le rêve d'un payeur, le rêve du directeur du budget aux États-Unis, c'était de ne plus avoir d'innovation médicale, parce que chaque innovation médicale, ça a augmenté le coût. Mais en fait, nos études nous montrent que ce n'est pas l'innovation elle-même qui est un problème, c'est son utilisation inappropriée. Surutilisation, manque justement de focalisation sur la population qui en a le plus besoin, et donc surutilisation. L'exemple classique, c'est l'exemple des statines. On traite à peu près 100 millions de gens aujourd'hui avec des statines, et on sait qu'épidémiologiquement, avec les estimés que nous avons, qui sont très... Au maximum, 10 à 15 millions de ces individus auraient eu un accident cardiovasculaire s'il n'avait pas été traité. Vous voyez? Donc c'est clair qu'on est en train d'utiliser cette technologie sur 85 millions de personnes, au minimum, qui n'en ont pas besoin. Donc ils n'en profitent pas. Épidémiologiquement, c'est vrai. Maintenant, à l'échelle individuelle, c'est très difficile de prévoir justement qui va en profiter et qui ne va pas en profiter. Donc, mais le problème, c'est que justement, c'est cette utilisation inappropriée qui est le problème, pas la technologie elle-même. Bien sûr, les fournisseurs de soins de santé ne sont pas du tout récompensés pour supporter l'innovation. Au contraire, de plus en plus, le système essaye de décourager l'utilisation de l'innovation. En fait, si on parle de nouvelles stratégies, moi je pense que les seuls stakeholders, c'est-à-dire les individus, seuls groupes qui ont un intérêt fondamental à une amélioration de la recherche translationnelle, la médecine translationnelle, ce sont les groupes de malades. Ce sont les seuls qui ont un intérêt objectif à ce que de nouvelles découvertes translationnelles soient faites. Et ils ne sont pas encore engagés à 100% dans le processus de recherche translationnelle. Par exemple, quand on voit les taux de participation de groupes de malades et les malades dans les essais cliniques, dans les essais d'évaluation, ils sont entre 1 et 2%. Dans le cancer, c'est 5 à 6%, le cancer, c'est le plus élevé. Mais quand on essaie de trouver une solution à la maladie de Parkinson ou à la maladie d'Alzheimer, avoir une participation de moins de 1% empêche en fait le développement translationnel.
Ça bloque le développement translationnel, donc c'est une stratégie qu'il faut considérer. Et justement, à mon avis, c'est une erreur de ne pas engager les groupes de malades de plus en plus tôt dans le processus de recherche, de les prendre comme partenaires essentiels. Pas seulement pour qu'ils servent les besoins de la science, non, mais c'est qu'en fait, on fait de la meilleure recherche translationnelle quand ils sont concernés. Toutes les expériences ont montré dans les maladies rares au début, par exemple la fibrose kystique, comment on appelle ça en français mucoviscidose. La mucoviscidose, c'était une maladie qui est pratiquement condamnée le malade à une vie de 10 ans au maximum. Et avec la formation de groupes de malades et fondations sur la mucoviscidose, sans découverte de traitement révolutionnaire, la durée de vie a augmenté de 10 à 40, 45 ans. Avec des recherches justement qui ont été faites avec non seulement la participation, mais la direction de ces groupes de malades. Alors je peux vous dire, on avait un antibiotique qui était sorti. Normalement, ça prend 7 à 8 ans pour valider un antibiotique. Avec l'aide des groupes de malades de la mucoviscidose, on l'a fait en 3 ans. Donc, accélération et facilitation du processus de médecine translationnelle avec des groupes de malades à qui le bénéfice arrivera de cette médecine translationnelle, mais des groupes organisés qui comprennent, qui sont éduqués, qui ont vraiment une approche. Donc, il faut absolument, pour que la médecine translationnelle réussisse, une participation fondamentale des malades. Donc, c'est les thèmes principaux, si vous voulez, qui étaient sortis de cette feuille de route dont je vous avais parlé. C'est que, en fait, pour avancer la recherche translationnelle en dehors des détails que je vous ai donnés, ça demanderait 3 composants particuliers, c'est-à-dire utiliser de nouveaux sentiers de découverte. Comme je vous ai dit, essayer de valider le mode d'action, de mesurer ce mode d'action dans la population humaine, d'essayer de nouvelles techniques, avoir une boîte à outils un peu plus enrichie, de la développer au niveau même des centres hospitalo-universitaires, dans cette réinvention, si vous voulez, de l'entreprise de recherche clinique, et surtout recomposer non seulement les équipes du futur, qui sont multidisciplinaires, mais recomposer la discipline de médecine translationnelle à travers toutes les dimensions dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de T1, la transition, la première transition, aux deuxième, troisième et quatrième transition, et en essayant de comprendre l'écosystème qui doit s'aligner, si vous voulez, du point de vue stratégique, sur ce succès de recherche translationnelle. Donc, on avait commencé avec un problème fondamental, avancée des sciences, avancée des connaissances, investissement plus grand, paradoxe, moins de résultats. Ce fossé est dû à un échec de la médecine translationnelle, et notre capacité de justement traduire ces avancées. Or, d'après moi, cet échec est multifactoriel. Il est dû à plusieurs manques de stratégie à des niveaux très très particuliers, que ce soit au niveau de la translation précoce ou de l'application tardive. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire pour cette heure de cours. Vraiment un sujet qui est devenu stratégique dans la mesure où, sans l'adresser, on ne peut plus avancer. Et donc, si vous voulez, ce genre de redéfinition en fait, de l'interaction entre le capital humain qui doit se développer autour de ces concepts de médecine translationnelle moderne, le capital ressources financières et infrastructures dans les centres hospitaliers universitaires qui doivent redevenir des foyers de médecine expérimentale qui ne sont plus, et un écosystème socio-économique où les groupes de malades doivent avoir une influence et une participation plus grande, justement pour essayer de contrebalancer les effets un peu indirects sociopolitiques et économiques qui en fait sont en train de limiter et d'essayer de retarder l'innovation. Merci.